Pour cette randonnée hivernale au nord du cercle polaire, pas de poulka à tracter sur la neige, mais uniquement un sac à dos pour voyager léger. L'idée est d'échapper autant que possible au balisage et à la fréquentation du chemin principal de la Kungsleden et d'emprunter des circuits alternatifs pour me confronter à des sensations d'effort, d'orientation, d'authenticité et de grandeur des paysages. Les affaires soigneusement préparées, la bretelle de mon sac à dos se déchire au dernier moment. Je change de sac en urgence, puis je prends rapidement la voiture pour me rendre à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle où j'embarque dans un avion pour Stockholm. Arrivé à la capitale suédoise, je prends un train couchette jusqu'à Abisko. J'aime cette façon de voyager plus lente. Elle m'immerge progressivement dans un milieu hivernal pour m'amener à 200 km au nord du cercle polaire. Abisko Tourist Station est le point idéal pour débuter ma randonnée sur la Kungsleden. En plus d'un dortoir confortable, je bénéficie d'une cuisine partagée tout équipée et d'un magasin bien achalandé en matériel de randonnée. Voilà le traditionnel pesage du départ, donc avec 16 kg. Et voici le point départ de la Kungsleden. Et les fameuses croix rouges pour la première journée dans la forêt de Bouleau, la même qu'il y a un an, n'est quand même beaucoup plus facile sans la poulka. Bon, sans la poulka, je confirme, c'est quand même plus facile. Du coup, c'était très vite. Je suis le premier arrivé à Biskojor. Ce grand dortoir va être complet, ainsi que d'autres, parce qu'ils attendent a priori beaucoup de monde. J'ai mis le petit feu en route, ça marche plein pot. Donc une soirée qui s'annonce de bon augure. Je remonte tranquillement la vallée et sa rivière en rive droite, et de temps en temps, la rivière justement apparaît. Alors quand il y a des bâtons et plus de croix rouge, en fait, c'est une traversée de lac. Et il y en a pas mal avant d'arriver à Unalaak, comme tout au long du trajet d'ailleurs. Alors l'étape du jour se termine tranquillement, encore 2-3 km. Et comme on peut le voir, j'ai pris un petit peu d'altitude, mais pas suffisamment, parce qu'il y a encore des bouleaux par-ci, par-là. Et dès le lendemain, en continuant à grimper à l'aide de mes pots que je suis en train de retirer des skis, je suis enfin suffisamment haut pour que la végétation s'estompe au profit de l'immensité blanche. Alors voici à quoi ressemble un dortoir, là mon lit, donc il y a 4 lits dans cette pièce, il y a des pièces un peu partout, donc des dortoirs pour dormir, l'entrée est ici, la pièce à vivre est là, donc pareil, un poêle, des gaz, des tables, un autre gaz, parce que ici c'est une cabane, un refuge plutôt grand, les poubelles, donc il y a même le tri ici, ils ramènent les ordures en motoneige. Si un tel confort dans un endroit si reculé interpelle, il nécessite tout de même de prendre part aux tâches communes, comme fondre le bois, ou encore reconstituer un stock d'eau dans le refuge. Sinon, après avoir récupéré de l'eau dans le lac, des fois c'est une rivière mais sous la glace bien sûr, il y a un petit trou, voilà comment on la ramène dans un gros bidon qu'on tracte sur la neige. Moins 20 degrés Celsius, d'autres jours ce sera même moins 30. Cela peut paraître froid, mais avec le soleil, un vent léger et de rares chutes de neige, le ressenti est moins éprouvant que l'an passé. Je profite donc de ces conditions favorables pour m'orienter sans recourir à mon GPS. Bon je suis content, j'avoue, j'ai un peu merdé au départ, mais j'ai enfin trouvé la bonne vallée. Et une fois la bonne vallée trouvée, ça c'est simple parce que on peut pas aller à gauche, d'ailleurs il y a des beaux couloirs avalancheux là sur la montagne, ni à droite, tout aussi vertical.
Alors là c'est super chouette au fait, dans la glace il y a de la neige piégée à différentes épaisseurs. Ce qui est bien au moins ici, c'est que les conditions peuvent changer à l'instant de le dire. Je suis parti, il faisait méga chaud. Et puis d'un seul coup, j'ai rajouté des couches petit à petit à mesure que le froid est venu avec le vent. Let's go! J'ai le plaisir de pouvoir faire ma trace éphémère dans cette neige immaculée qui recouvre les grands espaces de Laponie. Aujourd'hui c'est la 6e journée consécutive et je pense que je commence à cumuler un petit peu la fatigue. Alors j'ai plus tout à fait le même rythme qu'avant, j'avance bien plus lentement, je suis un peu au radar. Je mets un ski devant l'autre et je m'en rends même plus compte. Mais par contre c'est vraiment splendide. Ça, c'était l'an passé lorsque j'ai emprunté cette section. Mais aujourd'hui, le temps apaisé me permet d'admirer le paysage et je prolonge ce plaisir en profitant pleinement du soleil couchant. Au refuge de Gjord, je retrouve par hasard Michel et Thierry, deux Français rencontrés l'an passé dans le train de nuit pour Abisko. Ils sont aguerris aux activités nordiques et leur humilité force au respect. Le lendemain, je poursuis sur ce troisième et dernier circuit alternatif, mon préféré pour ces grands espaces blancs désertiques. Alors là, quand c'est des grands espaces comme ça, sans vraiment de vrais sommets, c'est pas toujours évident de se repérer. Donc là, je vais pas au chemin le plus direct, mais je pense que je dois aller quand même plutôt par là-bas, à moins que ça soit là. Ah non, là-bas. Bon, bah, je vais sortir la boussole, hein. Et arrivé au refuge de Sista, comme souvent à mon habitude, un cacao chaud me permet de recouvrer des forces. Et pour ce qui est du matin, voici un petit aperçu. Au petit matin, donc j'ai moins 29 degrés dehors, 15 degrés en intérieur, avec un feu qui tourne plein pot. Déjeuner du matin, le Brodridge suédois, le cacao et la bougie pour voir clair. Un petit coup d'œil sur le village Sami à proximité du refuge. Une première vallée habitée par un glouton. Une souris qui court sur la neige. Décidément, l'étape du jour, la plus longue de cette itinérance, s'annonce riche en surprises. La traversée des premiers lacs se passe bien, en prenant soin tout de même d'éviter systématiquement la zone du déversoir qui est souvent fragilisée. Mais cela se gâte par la suite. Alors c'est super beau, mais ça craint un peu parce qu'ici il y a carrément plus de glace et à un moment donné je vais devoir passer de l'autre côté. Mais je pense qu'un peu plus loin ça doit être gelé. Il y a de l'eau de partout, j'ai entendu la glace craquer sous mes skis, j'ai eu la peur de ma vie.
Donc je suis revenu en arrière, j'ai trouvé ce pont de neige où il y avait déjà quelques traces. Et sachant qu'après moi je dois être rive gauche, et ben je restais en rive gauche tout du long, même si des fois c'est un peu galère avec les dévers. Bon, j'ai sorti les pots parce que là j'y arrive pas, là j'ai galéré, je m'enfonce dans la neige et je vais essayer de remonter là-haut parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un plat et si c'est le cas, ce sera plus facile d'avancer. Sachant que là j'y ai passé 30 minutes voire plus et j'ai fait 0 km. Je n'ai pas pour habitude de donner dans l'exagération, mais je vous assure que la glace qui a violemment craqué sous mes skis a irradié mon corps d'une frayeur intense. Enrichi de la leçon, tout se termine bien, à 22h dans une ambiance de nuit étoilée absolument superbe. Le lendemain, fatigué des efforts de la veille, j'opte pour une courte étape de 10 km jusqu'au refuge de Ketumjor. Je rencontre Ingun. C'est une Finlandaise de 70 ans. Elle est née avec des skis aux pieds et elle n'arrête pas. Marche, course à pied, yoga, musculation, van aménagé. Une façon de vivre que je trouve inspirante, tournée vers la nature et vers les autres. Après Ketumjor, je me dirige maintenant vers Zingi. C'est donc la fin de ce troisième circuit alternatif parce que je vais me raccrocher au circuit principal. Et je suis vraiment content d'avoir fait ce troisième circuit parce qu'il avait un côté isolement plus prononcé, orientation, enfin vraiment sympathique. Arrivé au refuge de Zingi, le soleil a disparu avec en contrepartie des températures plus clémentes de l'ordre de moins 15 degrés. J'en profite pour ralentir le rythme et m'imprégner de ce paysage d'une nature en mouvement, d'autant plus qu'il s'agit de ma dernière étape. La confortable station de montagne de Kebnekaise marque la destination finale de cette itinérance. Il ne me manque plus qu'à me rendre à Nikkaluokta, tracté dans la remorque d'une motoneige, puis à prendre un bus pour Kiruna. Le centre-ville est désertique et les rues résidentielles sont vidées de ses habitants. Cette ambiance apocalyptique est le résultat du déménagement de quartiers complets pour continuer l'exploitation d'une des plus grandes mines de fer au monde. Parmi les monuments déplacés, cette magnifique église construite au début du XXe siècle, l'un des plus grands édifices en bois de Suède. Avec une météo plus clémente que l'an passé, la Kungsleden était davantage fréquentée. Mais les circuits alternatifs m'ont permis de me confronter à des sensations d'effort, d'orientation et d'authenticité. Le froid, la grandeur des paysages, l'isolement ont un je ne sais quoi de grisant et d'addictif, et j'espère que ces sensations vous ont été transmises à travers ce reportage. Sur ma page Facebook 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, vous pourrez lire le récit de cette randonnée et le partage de mes autres voyages itinérants à pied, en raquette avec la tente dans la neige, en vélo et en kayak. Vous y trouverez également un lien vers une page de collecte au profit de l'association François Aupetit, reconnue d'utilité publique dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. A bientôt pour de nouvelles aventures.